Et on va passer maintenant au fameux Final Take-Home Message, avec les 4 sessions. Donc on a commencé par la patella douloureuse. On a vu les facteurs de risque, on a rappelé d'instabilité, dysplasie de trochlée, rotule haute, TAGT, et on a vu également ces facteurs secondaires qui sont importants à rechercher, même si on n'a pas de seuil significatif: le genou valgum, l'antéversion fémorale excessive, la torsion tibiale et la dysplasie patellaire. Voilà, je vous remonte la dysplasie de trochlée. On en parle souvent et il y a quand même encore pas mal de personnes qui ne savent pas bien la rechercher. C'est vraiment important de la rechercher, que ce soit dans l'instabilité ou dans l'arthrose. Alors on a vu également que dans le syndrome douloureux rotulien idiopathique, il s'agissait d'un problème multifactoriel et qu'il fallait principalement identifier 2 mécanismes: l'arthrogenic muscle inhibition, ou AMI, qui se repère principalement à la marche avec l'apparition d'un flessum, et qu'il fallait surtout analyser les schémas moteurs et l'altération des schémas moteurs du patient et lui faire prendre conscience de ces anomalies qui se traduisent souvent par un valgus dynamique. Et par-dessus vient s'ajouter des facteurs psychologiques. Donc les voies thérapeutiques, tout d'abord sur l'arthrogenic muscle inhibition, il s'agit d'une prise en charge multimodale où le patient est acteur et doit être motivé et impliqué dans sa prise en charge, basée sur l'éducation, les règles diététiques, la physiothérapie bien entendu, qui constitue la base du traitement, et éventuellement une place pour tout ce qui est reprogrammation neuromotrice afin d'agir sur les dysfonctionnements au niveau du cortex cérébral. Le valgus dynamique, il faudra bien penser à l'analyse en single squat, en single leg, pardon, appui unipodal, d'analyser l'analyse principale, est-ce qu'elle vient de la soutalienne ou alors d'une anomalie au niveau du contrôle postural du tronc, souvent associée à une insuffisance des muscles stabilisateurs de hanche, moyen fessier, rotateur externe, et qui nécessitera une prise en charge assez globale avec du gainage. On a également évoqué le traitement des tendinites rotuliennes. Le traitement en première intention est bien entendu toujours médical, basé sur des exercices de renforcement excentrique du quadriceps. C'est un traitement très long qui doit durer au minimum 3 mois avec des séances bi-hebdomadaires. Et petit à petit, on peut introduire également une remise en charge progressive du tendon en respectant les seuils tolérés par le patient en termes de douleur, avec introduction progressive d'exercices d'abord isométriques puis isotoniques. En seconde ligne, il faudra privilégier les injections à base de PRP avec, dans la littérature, des meilleurs résultats sur les protocoles avec des injections multiples plutôt qu'une seule injection. Le traitement chirurgical est à réserver aux cas résistants au traitement médical depuis plus de 6 mois de traitement médical bien conduit, et on a vu que le traitement chirurgical à ciel ouvert ou mini-invasif ou même percutané guidé par ultrason donne à peu près des résultats équivalents. La tendance étant de proposer ces traitements mini-invasifs plus rapidement aux patients sur un tendon moins dégénératif, ce qui permet souvent d'avoir un retour au sport plus rapide. On a vu également pour la patella infera que le traitement ne se résumait pas à la proximalisation de la tubérosité tibiale, puisque ça c'était faisable lorsque l'index était finalement peu diminué, autour de 0,8. La chirurgie doit consister en un allongement de cet appareil extenseur, donc du tendon rotulien, selon une plastie en Z, avec renfort ou augmentation de cet allongement. On a vu également toute une partie sur les ruptures tendineuses, que ce soit pour le tendon rotulien ou le tendon quadricipital. Les principes sont un peu les mêmes. Il faut un diagnostic précoce et un traitement chirurgical précoce également pour avoir les meilleurs résultats. Il faut bien sûr faire attention à la hauteur de la rotule et il faut faire une augmentation ou un renfort après la réalisation de la suture. Et il y a vraiment des protocoles d'immobilisation avec mobilisation précoce, et ça c'est très important en post-opératoire. On a vu ensuite une partie sur les ruptures chroniques, qu'il existait des techniques avec autogreffe, mais la référence, en tout cas lyonnaise, reste pour ces reconstructions d'utiliser une allogreffe avec une technique décrite initialement avec autogreffe, mais qui a ensuite été modifiée vers une allogreffe, et donc un greffon composite qui va du tendon quadricipital jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure. Les résultats sont intéressants, sont des procédures de sauvetage, que ce soit dans le genou natif ou sur la prothèse.
Enfin, nous avons vu les ruptures négligées du tendon quadricipital avec cette technique de Chamba qui est vraiment très intéressante, facile à réaliser, qui permet vraiment de récupérer de bons résultats malgré des rétractions du tendon qui parfois sont importantes et ça ne coûte rien à part les frais de la chirurgie elle-même. Sur la partie de l'instabilité rotulienne, on a eu un beau travail anatomique et biomécanique de la part de Thomas Neri, qui nous a bien décrit les différents stabilisateurs médiaux de la rotule. Tout d'abord proximaux avec le MPFL et le MQTFL qui composent le complexe patellofémoral médial et les stabilisateurs distaux. Les stabilisateurs proximaux ont une meilleure résistance mécanique, que la qualité biomécanique du gracilis qu'on utilise quand même dans l'immense majorité pour réaliser ces plasties est validée, que ce MPFL est efficace dans les premiers degrés d'engagement. Stefano Zaffanini nous a exposé sa technique de stabilisation du ligament patello-tibial qui, quant à lui, est efficace jusqu'à 90 degrés de flexion. Alors on a vu les différents types de greffes et on sait que la greffe la plus utilisée c'est le gracilis puisque on n'a pas besoin d'une greffe très très forte, c'est seulement 200 newtons, que le tendon quadricipital est également utilisé, on l'a vu avec Christian Fink. Pourquoi pas le ligament synthétique? On a vu qu'aujourd'hui, finalement, on peut peut-être l'utiliser aussi pour le MPFL avec Madame Del, donc on verra dans les années futures. Différents types de fixations. On a vu des fixations avec en soft tissue, une fixation par des vis, par des funnels transosseux, différents types de fixations. Et on a vu également que, eh bien, finalement, tous les systèmes de fixation étaient suffisamment résistants pour restaurer un MPFL. Il fallait par contre exclure une vis de 5 au fémur, le reste étant tout à fait convenable. On a vu également que le MPFL permettait naturellement, quand il était reconstruit, de abaisser la rotule d'environ 0,2 sur l'index de Caton-Deschamps, ce qui est intéressant puisque du coup la valeur seuil pour discuter d'une distalisation de la TTA est du coup maintenant montée à 1,4, ce qui va vraiment étendu nos indications de MPFL isolé. On a vu également la différence de la distalisation entre la version européenne et la version américaine avec une coupe un peu différente. On est plus dans, pas la version de Fulkerson, mais des coupes osseuses un peu différentes, peut-être un peu plus protectrices par rapport à la diaphyse tibiale. La trochléoplastie a bien entendu toujours sa place et David nous a bien expliqué que ces trochlées bombées avec des troubles de l'engagement majeurs ne pouvaient pas être stabilisés avec des simples gestes sur les tissus. Il nous a donc rappelé sa technique et Nicolas Pujeune nous a rapporté son expérience versaillaise des trochléoplasties d'enfoncement. Alors ces trochléoplasties, elles donnent d'excellents résultats à long terme, même à très long terme. Néanmoins, il y a une progression de l'arthrose qui reste tout à fait modérée, avec 12% d'arthrose supérieure à I1 2. Ceci est totalement dépendant de la qualité du cartilage au moment de la chirurgie et de plus en plus, on a tendance à pousser les indications sur ces dysplasies de très haut grade dès les premières indications chirurgicales parce qu'on sait qu'on va avoir d'extrêmes difficultés à stabiliser uniquement avec des plasties au tissu mou. On a vu également les résultats à très long terme de reconstruction du MPFL à plus de 10 ans avec des très bons résultats en termes de récidive, mais il y a quand même également un tout petit peu d'arthrose de grade Iwano, vraiment de petit grade, donc on ne peut pas dire que la reconstruction MPFL protège de l'arthrose, c'est la même chose finalement pour la reconstruction du LCA. Et puis, c'est d'accord, donc je te laisse aussi. Et puis ce mécanisme de déficit d'extension active du quadriceps, de sidération du quadriceps, qui est extrêmement présent dans l'ensemble des traumatismes du genou et donc ces instabilités rotuliennes. Ce mécanisme d'AMI qui est multifactoriel, avec une atteinte à la fois d'origine articulaire, d'origine spinale et d'origine corticale. La prise en charge parfois est très complexe et ça demande une véritable implication
l'implication à la fois du kinésithérapeute, mais également du patient. Il faut l'éduquer, il faut être attentif à différents paramètres qui sont le relâchement des ischio-jambiers, le réveil du quadriceps, et faire évoluer la prise en charge en rééducation sur différents niveaux fonctionnels et pas uniquement se baser sur des données temporelles. Ceci afin d'obtenir une bonne stabilité du genou, un patient satisfait et de bons résultats. Elisabeth Arène nous a parlé du retour au sport après ces instabilités rotuliennes, et vous voyez que chez les athlètes, il existe une bonne qualité du retour au sport, avec 90% d'entre eux, après plastie du MPFL, qui vont retourner au sport dans les 3 à 6 mois qui vont suivre la chirurgie, et 70% d'entre eux au même niveau. Néanmoins, dès qu'on va les réaliser des gestes osseux distaux, ça va allonger ce délai de retour au sport de 1 à 3 mois, et ces patients sont exposés à un peu plus de complications post-opératoires. Néanmoins, il faut être conscient que cette population d'instabilité rotulienne a globalement un niveau d'activité bien inférieur à ce qu'on peut analyser chez les patients qu'on opère du croisé antérieur. Ensuite, on passe à la rotule dégénérative, et cette partie a été tout d'abord définie par Olivier Reynaud avec la classification d'Iwano, très importante à connaître, et puis les différents types d'imagerie qu'on peut utiliser pour quantifier l'arthrose. Ensuite, Elisabetta Cohn nous a parlé des traitements médicaux de ces lésions cartilagineuses, et notamment de la viscosupplémentation, des PRP et des cellules souches. Il y a une indication chirurgicale pour réparer le cartilage avec ses différentes options. La localisation est importante. Les résultats semblent être meilleurs quand on touche à la trochlée, et quand on touche à la patella, il vaut mieux traiter des lésions de la facette médiale et de la crête. Il y a également des options de greffe ostéochondrale, qu'elles soient auto ou allogreffe, et les techniques nous ont été présentées également. La patéectomie verticale externe est une bonne option. Elle peut être faite de façon ouverte ou sous arthroscopie. Cette option, c'est une low-cost surgery avec des très bons résultats. Qui ont été mis en évidence dans la série de la Lyon School. On a retrouvé sur 90 patients avec patélectomie verticale externe des résultats très efficaces, notamment sur les 12 leurres et les résultats fonctionnels. Puis on passe aux ostéotomies de la tubérosité tibiale antérieure, et les Américains sont entraînés à faire la Fulkerson ostéotomie. Bob Magnussen nous en a donné les indications et les limites. Et enfin, on passe aux prothèses fémoro-patellaires avec la description des différents designs de prothèses fémoro-patellaires, dont certains sont dysplasiques, ce qui est assez étonnant, et Moussa Farini nous a expliqué toute la complexité de ces prothèses. Alors les prothèses fémoro-patellaires, elles peuvent être soit à coupe, soit de resurfaçage. Nos deux Autrichiens se sont battus fortement, un peu à distance, on le regrette. Et ensuite, M. Pasquier et M. Boigard nous ont présenté les bonnes indications de ces PFP sur des prothèses, des arthroses fémoro-patellaires isolées, et notamment chez les patients avec une dysplasie de trochlée. Et les causes d'échec, ce sont notamment les mauvaises indications avec l'arthrose qui évolue dans les autres compartiments, et ensuite les douleurs, les décèlements et les erreurs techniques. Ces prothèses fémoro-patellaires, elles peuvent être mises d'une façon classique, elles peuvent être mises en utilisant la robotique, elles peuvent être utilisées avec des guides de coupe spécifiques, et nos 3 intervenants nous ont bien expliqué les avantages de ces différentes techniques. Et enfin, Mathieu Ellinger nous a expliqué les erreurs techniques qui pouvaient survenir et comment les gérer pendant l'opération, que ce soit sur les mauvaises indications, l'exposition et les différentes coupes osseuses.
Les résultats des prothèses fémoro-patellaires, que ce soit à Lille ou à Lyon, donnent plutôt des résultats satisfaisants. Il y a une petite controverse sur l'âge. En tout cas, on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut jamais faire une prothèse fémoro-patellaire s'il n'y a pas de dysplasie de la trochlée. Et puis enfin, on a eu une présentation par Jean qui nous a parlé des résultats PFP versus prothèse totale de genou, et on peut retrouver des avantages dans les deux catégories. Et enfin, pour finir cette session, M. Parat et M. Barrett nous ont parlé des tip and tricks pour les bicompartimentales, qui sont des chirurgies complexes et pour lesquelles on a besoin de conseils. Alors nous, on a résumé de façon beaucoup plus succincte parce que toute la session est encore dans vos mémoires. La prise en charge de la rotule lors d'une prothèse totale de genou, vous avez bien vu qu'elle est vraiment multifactorielle. Elle dépend de la voie d'abord chirurgicale, du resurfaçage rotulien ou pas, du design prothétique, mais aussi du positionnement des implants, de la recherche de l'alignement et des outils qu'on a pour resurfacer cette rotule si on doit le faire. Et si malheureusement ça ne se passe pas comme on veut, et vous avez vu qu'on a discuté un peu tout ça, les outils numériques peuvent nous aider. C'est important d'avoir un algorithme en tête pour prendre les bonnes décisions, et si vous êtes intéressé, il est bien détaillé dans le maîtrise orthopédique spécifique du congrès. Il y a tout un tas d'examens complémentaires dont on peut se servir. On a discuté un peu les indications et les situations dans lesquelles ça pouvait être utile, et il faut savoir comment les utiliser à bon escient pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à faire le bon diagnostic. Et finalement, c'est quand même assez bien codifié. Évidemment, quand les complications sont assez majeures, et vous en avez vu quelques exemples, il faut connaître les différentes solutions, que ça soit avec une gestion au départ médicale évidemment, et après les différentes options chirurgicales. On a discuté ces situations quand même assez complexes, et vous voyez qu'on a quand même tout un arsenal à connaître pour le gérer comme il faut. Et je pense que les cas cliniques qu'on a fait à la fin ont permis de mettre tout ça en musique de façon très illustrée. Et maintenant, les remerciements, c'est quand même important. Tout d'abord, remerciements à nos 4 gold sponsors, Lépine, J&J, Smith & Nephew, Stryker. Sans vous, ce congrès n'aurait pas été possible. On ne va pas oublier également tous les autres industriels. Vous voyez qu'ils étaient nombreux, que le hall d'exposition était plein. Vous leur avez tous rendu visite. Donc merci à eux, merci pour leur implication. Ce qui nous aussi tient beaucoup à cœur, bien sûr, c'est tous ces partenariats qui sont précieux avec les différentes sociétés scientifiques. Ça nous permet de faire rayonner l'école lyonnaise à travers le monde, et c'est tout maintenant, grâce aussi à leur soutien, qu'on arrive à diffuser nos idées et à échanger. Vous avez vu que l'avis de tous ces experts internationaux, ça nous aide beaucoup et ça nous fait progresser, échanger, discuter. C'est vraiment le cœur de ce congrès. Merci à nos partenaires médias, Maîtrise orthopédique, Silvernet, et j'ai une pensée aussi pour les traducteurs, puisque c'est la première année où il y avait 4 traductions, 4 langues en simultané. Je crois que c'était vraiment un challenge et que vous avez bien rempli, donc merci à vous. Merci à notre équipe de l'ombre pour toute leur implication, à Florence, notre secrétaire, à Jean-Michel qui s'est chargé de la communication et que vous avez pu relayer sur les réseaux sociaux. Et puis Françoise qui est là depuis nombreuses années, qui reste l'experte de la comptabilité de notre société.
Et puis, vous voyez, chaque année, la Lyon School, ça grossit. On arrive à être 40 maintenant et plus. Qu'est-ce qui montre qu'une société va bien? C'est que les générations arrivent, se succèdent. Et puis, vous voyez, chaque année, vous voyez des nouvelles têtes. C'est des nouveaux collègues qui s'investissent, qui donnent de leur temps, qui travaillent pour qu'on puisse vous présenter toutes ces séries, toutes ces données, toutes ces analyses. Et je pense que là, dans 2 ans, il va falloir 2 diapos, parce que ça va avoir du mal à finir par tenir. Mais vous voyez, ça c'est tout le groupe de chirurgiens de cette école lyonnaise, et on les remercie pour leur investissement. À notre organisateur MCO, avec Fabrice Guèze, Claire Bellone et Audrey. Martin, bravo. Puis un grand merci à nos amis du Brésil. C'est une longue histoire d'amitié, et donc ils organisent pour nous les 10e journées lyonnaises au Brésil, qui auront lieu du 31 août au 2 septembre à Florianopolis. S'il y en a qui veulent venir faire le déplacement, l'eau est fraîche, non, elle est bonne, hein Victor? Il faut que je me self quand tu regardes, c'est pas mal. J'avais pas vu les diapos avant. Donc on va quand même s'auto-féliciter. Ça a été un plaisir de... Vous avez assuré? Non, plus sérieusement, je vais le dire à titre personnel, ça fait les 3e journées consécutives où je suis... Vous voyez, on évolue, on fait des trios, puis il y en a un qui s'en va au bout d'un moment, donc là ça va être moi. Mais ça a été un grand plaisir. Vous avez travaillé comme incroyable. Pour moi, ça a été finalement très facile. Voilà, il faut savoir qu'on on se connaît depuis 20 ans. Avec Jean-Marie et Guillaume, on a été internes ensemble, chefs ensemble. Et voilà, et voir qu'on est là, cette photo, elle me plaît beaucoup. Alors, merci à vous. Merci. Comme quoi, des fois, les couples à 3, ça marche. Voilà, puis c'est à moi de clore ce congrès. Donc je suis forcément un petit peu triste, puisque c'est 2 ans de préparation. Alors c'est pas que moi, mais quand même on s'investit à fond. C'est un peu comme un mariage, beaucoup de préparation, puis ça passe trop vite. Mais finalement, l'histoire continue. Et je laisse le mot de la fin à Jim, qui va nous raconter cette nouvelle histoire. Alors la patella à Lyon, c'est très bien. Mais ce qui est vraiment génial à Lyon, c'est le croisé antérieur. Donc on vous invite en 2024. On espère qu'il y aura autant de monde, que vous profiterez autant. On vous prépare un super programme. Donc rendez-vous en 2024 et merci à tous.